Nous allons voir aujourd'hui la programmation des timers basiques. Nous allons utiliser la plateforme STM32F4 et nous allons voir les API du rôle du CubeMX. Alors, l'objectif de ce chapitre est d'expliquer le principe de fonctionnement des timers au niveau hardware, c'est-à-dire au niveau de registre. Les deux seuls timers basiques au niveau de l'STM32F4 sont les timers 6 et 7. Et nous allons voir aussi la partie software, à savoir les API du rôle correspondant. Ensuite, nous allons programmer le timer en mode polling et en mode interruption. Alors, comme dernière application de ce cours, nous allons voir le SysTick timer qui est un timer système du STM32F4. Le principe de fonctionnement de timer. Alors, un timer, c'est un compteur. Il est constitué au niveau architecture d'une séquence de bascule. Donc, il peut soit effectuer une opération de comptage, soit une opération de décomptage, ou les deux en même temps. Alors, l'avantage, c'est que c'est un module hardware, un périphérique, donc c'est un module hardware extérieur au CPU, ce qui fait que le compteur peut fonctionner, c'est-à-dire s'incrémenter ou se décrémenter, indépendamment du calcul ou du traitement qui se fait au niveau du CPU. Alors, le principe, c'est que suivant la taille du registre de comptage, le timer, à un certain moment, il va déborder lorsqu'il va atteindre sa valeur maximale de comptage. Donc, si je prends à titre d'exemple un compteur constitué de 4 bascules consécutives, il peut compter 16 étapes possibles, donc de 0 à 15. Donc, arrivé à la valeur 15, le timer, on dit qu'il déborde. Et il revient ensuite à sa valeur initiale. Donc, ce débordement génère un drapeau, ou appelé aussi un flag A1, et ce drapeau, c'est lui qu'on peut scruter pour identifier la fin du comptage au niveau du timer au mode polling. Par contre, si le timer est configuré au mode interruption, ben justement, une interruption va être générée lorsque ce drapeau se met à 1 lors du débordement. Et c'est à cet instant qu'une routine d'interruption va s'exécuter. Donc, il suffit d'écrire le code désiré au niveau de la routine d'interruption. Alors, on peut voir le comptage de deux façons différentes. Soit sur le plan, sur l'axe de temps, puisque un compteur est une entité numérique tant qu'elle est équipée d'un signal d'horloge T, ce qui fait que le temps de comptage entre la valeur initiale et la valeur de débordement est égal réellement au nombre compté multiplié par la période de l'horloge. Donc c'est ce qu'on appelle le temps écoulé entre les deux événements qui sont le début du comptage et le débordement du compteur. Alors ça, bien sûr, c'est la fonction de base d'un timer. C'est le fait de compter ou de compter le temps. Et il y a bien sûr les fonctions avancées. Certains timers sont équipés d'autres fonctionnalités, telles que il peut compter le nombre de pulses, c'est-à-dire que le signal d'horloge est extérieur au timer. Il peut générer un signal PWM, c'est-à-dire un signal à largeur d'impulsion variable. On peut aussi mettre en cascade plusieurs timers pour qu'un premier timer fait de grands pas dans l'axe de temps, c'est-à-dire il utilise un signal d'horloge qui est grand, et le deuxième timer permet d'effectuer de petits pas au niveau de l'axe de temps, ce qui permet par exemple d'avoir une valeur de comptage temporelle de l'ordre de 3 secondes, par exemple 0,01. Donc on aura une grande valeur de comptage qui elle va être effectuée par un premier timer et une petite valeur de comptage qui elle va être effectuée par un deuxième timer. Alors certains timers aussi sont équipés de watchdog,
et d'autres qui peuvent fonctionner avec d'autres périphériques tels que le DMA ou l'ADC. Donc, dans ce cours, on va s'intéresser uniquement au fonctionnement basique d'un timer, à savoir la temporisation. Donc, je représente ici un schéma fonctionnel incluant les composants de base d'un timer. Donc, nous avons un contrôleur de trigger ou de frein qui, lui, est connecté à un signal d'horloge, clock interne, qui est relié au timer clock, qu'on peut configurer et changer. On va voir tout à l'heure comment on peut le modifier. Alors, ce contrôleur de trigger, à sa sortie, on va récupérer l'horloge du prescaler. Alors, le prescaler, c'est un prédiviseur de fréquence. Donc, ce signal d'horloge peut passer à travers un étage de prescaler pour que c'est un diviseur de fréquence, donc c'est un multiplieur de période réellement, pour que la fréquence soit divisée par un certain nombre. Alors, c'est un registre de taille 16 bits. À la sortie, on récupère ce qu'on appelle le clock counter. Donc, c'est le signal réellement appliqué à l'entrée du registre de comptage. Alors, cet étage permet l'incrémentation du compteur ou sa décrémentation, mais ça à partir de la valeur définie dans le registre ARR, qui est le registre de auto-reload. En effet, le registre ARR contient la valeur de débordement du compteur, contrairement à d'autres architectures comme le PIC qu'on a vu l'année dernière, où ce qu'on peut définir est la valeur initiale. Donc en fait, dans ce microcontrôleur, ce qu'on peut définir au niveau de cette architecture STM32F4, on peut tout simplement définir la valeur maximale de débordement. Alors, ce qu'il y a aussi à noter, c'est que si le registre timer ARR contient une valeur est égale à 0, eh ben, le timer ne fonctionne pas. Parce qu'on voudrait réellement que ce timer démarre de 0 et atteint normalement une valeur de débordement, qui est la valeur maximale de comptage. Donc, si cette valeur maximale de comptage elle est égale à 0, c'est normal que le timer ne fonctionne pas. Il est carrément désactivé. Alors, le registre timer prescaler, c'est un registre 16 bits. Ça veut dire réellement que je peux diviser la fréquence et par conséquent multiplier la période par un entier compris entre 1 et 2 à la puissance 16, qui est égal à 65 536. Alors, ici, c'est un exemple du principe de fonctionnement du timer. Donc, je prends à titre d'exemple que la valeur du registre de débordement, le registre ARR, elle est égale à 0x36. Donc, imaginons que ça, c'est le signal d'horloge interne, le clock interne. Et ça, c'est le bit CEN, ou appelé aussi counter enable, qui permet de commander le début du comptage. Alors, donc, le clock interne est ce signal d'horloge. Ensuite, normalement, il passe à travers un étage de prescaler, sauf que ce premier schéma considère le cas où le prescaler il est égal à 1. Donc, si le prescaler il est égal à 1, en fin de compte, j'ai exactement la même fréquence au niveau du clock counter que la fréquence du signal clock interne. Donc, imaginons que j'ai commandé le comptage à cet instant et que initialement le registre de comptage contient la valeur 31. Alors, à partir du premier franc récupéré au niveau du signal d'horloge de commande, qui est la sortie justement du prescaler, c'est le clock counter. Alors, à chaque franc, je vais incrémenter la valeur de comptage. Donc, je pars de 31, j'arrive à 32, 33, 34. Alors, sachant que la valeur de débordement définie dans le registre ARR, elle est égale à 0x36,
Donc, quand j'arrive à la valeur 36, le compteur déporte et il est réinitialisé. Donc, il revient à 0. On commence le comptage 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Mais à cet instant, lors du débordement, je vais générer justement une impulsion de commande. C'est le compteur overflow, c'est-à-dire le débordement du comptage. Mais ce qui est très important, c'est que j'ai un événement, un UEV, qui est un update event, qu'on peut utiliser pour la programmation des interruptions. J'ai un flag, un update interrupt flag, il s'appelle UEF, qui se met à 1 et que l'utilisateur doit remettre à 1 par programmation pour pouvoir justement générer une autre interruption, relative à ce timer. Donc, alors l'auto-reload registre a été initialisé à un certain moment, ça peut être même ce moment, à la valeur 36. Donc, on n'est pas obligé réellement d'initialiser le compteur au préalable. De toutes les façons, la valeur actuelle du comptage, à chaque fois, elle va être comparée par rapport au registre ARR. Tant que cette valeur elle est inférieure à la valeur du ARR, le compteur continue son incrémentation. Ou bien sûr, s'il est configuré en décrémentation, il va continuer sa décrémentation. Donc, c'est valable, bien sûr, dans les deux sens. Dans les deux cas de figure, la valeur du registre de comptage va être tout le temps comparée par rapport à l'auto-reload registre. Quand on atteint la valeur qui est définie au niveau du auto-reload registre, on aura justement un update event qui permet la gestion la gestion des interruptions au niveau du timer. On aura un flag qui se met à 1 et qu'on peut utiliser pour le test de la fin de comptage en mode polling. Donc le registre compteur du timer, il compte de 0 à la valeur définie dans le ARR registre et ensuite il déborde. Donc il se remet à 0 et génère par conséquent un événement de déportement, ce qu'on appelle le counter overflow event. Alors à cet instant, on aura aussi un drapeau ou un flag qui se met automatiquement à 1. C'est le bit 0 du registre status. Ce bit, c'est le programmeur qui doit le remettre à 0 après chaque débordement. Donc que ce soit dans un traitement en mode interruption ou dans un traitement en mode polling, il faut se rappeler de remettre ce bit à 0, sinon on ne pourra pas retester la valeur de ce flag pour la détection d'un nouveau débordement au niveau du timer. Alors je vais considérer un deuxième cas où je vais utiliser un prédiviseur est égal à 2. La valeur du débordement définie dans le registre ARR, elle est toujours égale à 0x36. Donc on revoit ici la valeur du signal d'horloge interne. Là, c'est le bit counter enable qui permet le lancement du comptage. Donc, dans le cas où je vais avoir un prédiviseur est égal à 2, ça veut dire qu'à partir de l'instant où je vais commencer le comptage, je vais détecter un franc sur 2. Donc ça, c'est le premier franc qui est synchrone avec la mise à 1 du début de comptage. Le deuxième franc va être ignoré et le franc suivant va être considéré. Donc, en imaginant que la valeur initiale du compteur elle est égale à 0x34, la première incrémentation va avoir lieu à cet instant. Donc cette valeur va durer pendant 2 signaux d'horloge, le clock interne. Ça, bien sûr, c'est dans le cas où je vais utiliser un prédiviseur est égal à 2. Ce qui fait que pour atteindre la même valeur qui est égale à 36, je vais prendre 2 fois plus de temps. On aura bien sûr les mêmes signaux counter overflow qui va se mettre, il va générer une impulsion lorsque le registre de comptage atteint ses valeurs maximales, qui est la valeur définie dans le registre ARR, et le flag update interrupt flag qui se met à 1 lorsqu'on aura un débordement. Bien sûr, je peux considérer un cas où le prescaler est égal à 1
est égal à 4, à titre d'exemple. Dans ce cas de figure, je vais tout simplement